Quel rôle jouent les impôts et taxes dans les finances publiques? Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans votre émission Carrefour du gestionnaire. Une émission qui débat des thèmes liés à la gestion d'entreprise en Afrique en général et au Togo de façon particulière. Dans cette émission, nous allons parler des finances publiques et la fiscalité. Quel lien entre les deux? On se retrouve dans un instant et ne zappez surtout pas la chaîne. Essayez de liker, abonner. Dans un instant, on se retrouve. Allô chérie? Allô chérie? Je rentre déjeuner dans 1 heure avec mon ami Grotto. Ah, ton collègue de travail? Tu sais qu'il aime beaucoup la pâte. Alors je compte sur toi. Zut, il n'y a plus de farine. Oh, maman, il n'y a plus de farine? Mais achète des foot. Mais j'ai pas le temps d'aller au moulin. Papa rentre dans quelques minutes. Mais c'est la farine de maïs déjà emballée. La farine de maïs déjà emballée? C'est ce que la maman de Yoyo prépare tous les jours. Ebly Food, c'est du maïs naturellement produit, débarrassé des débris de métaux, cailloux et poussières, puis soigneusement emballé et prêt à être consommé. Farine de maïs Ebly Food, que votre nourriture soit votre médicament. N'hésitez plus, facilitez-vous la vie et restez en bonne santé avec Ebly Food. Merci aussi d'être fidèle à notre émission. Je reçois pour vous aujourd'hui pour ce débat l'invité que vous connaissez déjà, M. Kadio Nyambi, expert comptable diplômé, commissaire aux comptes, associé gérant du cabinet KG Afrique & Associates. Monsieur Kadio Nyambi, bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Très bien. Et merci. Vous-même? Ça va très bien. Merci aussi d'avoir accepté notre invitation. Ça fait un plaisir de te retrouver et de discuter de ce thème très alléchant. Vraiment. Bienvenue à la maison. Merci. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de la fiscalité, des finances publiques et tout. En fait, fiscalité, finances publiques, nous n'allons pas rentrer dans en même temps. Bon, nous allons un peu décortiquer, taquiner. C'est quoi les finances publiques, M. Kaye? Eh bien, finance, comme on le dit. Finance, il y a le mot financer. Quand on dit financer, ça veut dire apporter les ressources. Je parle de l'argent. Donc, apporter l'argent pour quelques dépenses que ce soit. Donc, on ne va pas aller dans un verbiage propre aux financiers. Donc, financer une action, c'est apporter les ressources financières pour payer les dépenses que cela va générer. Plus simplement. Plus simplement. Alors, je crois que c'est encore plus simple, sinon ça devrait être compliqué pour les téléspectateurs. Oui, puisque si je rentre dans le verbiage de nous, les comptables et les financiers, oui, le niveau ne va pas être disponible pour tout le monde. Vraiment. Or, notre objectif, c'est de diluer la chose de sorte que de plus amples personnes, plus d'un nombre plus élevé, puissent comprendre de quoi on parle. D'accord. Alors, la fiscalité maintenant, c'est quoi? Et quel lien avec la finance publique, comme vous venez de le dire? Voilà. Donc, je rebondis. Quand on disait la finance, quand la question finance publique, donc ça veut dire que l'apport d'argent pour le financement des opérations d'un gouvernement, d'une localité, ou bien d'un gouvernement local, je vais dire la mairie, d'une préfecture et consorts. Vous comprenez? Oui. Donc, quand on est en train de parler de financement public, c'est comment les dépenses de l'État, de la mairie, d'une collectivité sont prises en charge. Comment l'argent rentre dans la caisse pour faire face à ces dépenses. Voilà la définition, si on veut l'attaquer à la chose publique, voilà, qu'est le gouvernement ou bien la collectivité publique. Voilà. Maintenant, la fiscalité, notre terme de la dernière fois, exact, portait également sur cette fiscalité. Oui. Donc, on l'avait dit, j'avais dit que la fiscalité, c'est un ensemble de règles, de principes et de procédures qui sont utilisées par un État ou une collectivité locale pour faire un prélèvement financier en vue de financer l'action gouvernementale. Voilà. Vous voyez? Oui. Voilà. Ok, d'accord. Vous venez de dire que les finances publiques ou bien la fiscalité, c'est de percevoir l'argent dans les caisses. Comment cet argent est perçu? Comment le mécanisme? Comme je l'ai dit, j'ai dit que la fiscalité, oui, c'est un ensemble de règles
des procédures et c'est un moyen par lequel l'État collecte l'argent. Donc quand il collecte l'argent qu'il utilise, nous sommes en train de retrouver la définition de finances publiques. Donc vous et moi sommes des financiers. Nous, vous et moi sommes ceux-là qui apportent les moyens financiers à travers les impôts et taxes que nous payons. D'accord? Donc, la fiscalité est un moyen par lequel l'État lève les fonds pour le financement des activités relevant de l'État pour le bien commun. Je veux dire construction de la route, je veux dire payer les professeurs, je veux dire électrifier, pour ne citer que ces exemples-là. Donc, la finance publique, en fait, ça engage tout le monde, en fait. Oui, tout le citoyen. Vous comprenez l'État. Oui. Quand nous disons l'État, une définition qu'on retrouve dans le jargon, comment appelle-t-on, dans la Constitution de l'Amérique, on a dit que c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Ça voudrait dire que quoi? La légitimité du gouvernement tient ses racines dans la population. Je prends l'exemple de vous et de votre femme. Vous voulez que votre femme vous prépare la sauce. Vous ne lui donnez pas de l'argent. Comment peut-elle faire une sauce? Donc nous sommes les citoyens. Un citoyen qui veut avoir une bonne route et maintenant ne contribue pas. Comment le président de la République va faire? Vous voyez? Donc, entre le citoyen lambda et les représentants de l'État. Donc, quand nous parlons du président, c'est le représentant, puisque nous lui donnons mandat de gérer notre destinée pour une durée de 5 ans. Et donc, quand nous disons notre destinée, qu'est-ce que nous voulons faire pour apporter le bien commun dans notre population togolaise? Chacun doit jouer son rôle. Voilà. Donc, le gouvernement, il dit que c'est pour ça qu'il bat campagne. Quand il bat campagne, il dit que je vais faire une route qui quitte le nord et qui va venir au sud. C'est pour dire que si vous êtes d'accord que je le fasse, apprêtez-vous à ce que je lève les impôts. Et vous allez voir que les impôts passent par la représentation locale, c'est-à-dire c'est les députés qui votent le budget de l'État. Et quand ils votent le budget, nous passons de budget à la loi de finances. Alors, bon, parce que on va revenir. Oui. Alors, parmi les impôts et taxes, comme vous venez de le dire, la fiscalité et tout, il y en a plusieurs. Oui. Voilà. Donc, l'une des questions de nos téléspectateurs, ils voudraient les explications sur certains impôts et taxes. Okay. Par exemple, la TO. TOM. La TOM, voilà, la TOM, la RSL, retenue sur loyer, TVA, DE, IMF ou patente, oui. IMF ou IS, patente et tout. Moi, je ne suis pas spécialiste dans le domaine, alors vous avez la question. Oui, vous voyez, quand nous parlons de la TEOM, oui. Taxe d'enlèvement d'ordures ménagères. Oui. J'avais dit lors de l'autre émission que les taxes, c'est ce qu'on donne en contrepartie de quelque chose. Oui. Et nous disons ici la taxe d'enlèvement d'ordures ménagères. Donc le citoyen paie cette taxe-là pour qu'il y ait un environnement sain. Oui. Pour qu'il y ait un environnement sain, il faut traiter les déchets. Donc c'est la TOM ça. La TOM ça. Ouais. Donc cette taxe est perçue pour permettre à la mairie d'organiser l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères. Oui. Ce qui fait que nous pourrons vivre dans un environnement sain, sans des odeurs, sans des infections qui sont liées à la dégradation de nos ordures. Vous voyez, ça c'est pour ça. Donc vous avez parlé de la retenue sur le loyer. Ouais. La retenue sur le loyer, c'est un impôt que les propriétaires de loyer, des baux, paye. Donc, je disais l'autre fois, l'impôt, c'est ce qu'on paye pour financer les opérations de l'État, c'est-à-dire les charges de l'État, les salaires. Vous comprenez? Oui. Par contre, quand tu payes un impôt, il n'y a pas de contrepartie. Vous voyez? Donc, la retenue sur loyer, elle est perçue auprès des propriétaires des baux, ceux qui ont des bâtiments qu'ils ont placés en location. C'est eux qui sont chargés de payer ça. Mais quand on met le terme retenue, ça veut dire qu'on retient ça au moment où on paye. Donc, si j'ai loué quelque part pour mon business, au moment où je vais payer le loyer, je suis obligé de retenir 12% que je vais reverser.
Parce que si on ne le fait pas, il se peut que le propriétaire du baux n'aille pas payer ses impôts. D'accord. Donc, il vaut mieux qu'on retienne l'argent au moment où on est capable de le faire pour éviter que la personne n'aille pas payer. Ça, c'est pour ce qui est de la retenue sur le loyer. La TVA, comme tu le disais, je disais que c'est une taxe sur la valeur ajoutée. Donc, la valeur taxe pour consommer un bien. C'est lié à la consommation. À la consommation. Lorsque vous êtes un consommateur final, si j'achète ce portable, ça veut dire que je dois payer 18%. Parce que dans ce portable, il y a différents éléments qui ont été mis ensemble et qui permettent d'avoir un portable que j'utilise. Ça a apporté une valeur et moi, en tant que consommateur final, je paye ça. Mais celui qui me vend ça ne paye pas parce qu'il est un distributeur de portatifs, il est un commerçant, il n'est pas supposé payer ça. Voilà. D'accord? Nous revenons sur IMF ou IS. Oui, l'IMF ou l'IS, c'est un impôt que les opérateurs économiques payent. C'est-à-dire une entreprise, quand à la fin de l'année, elle regarde les recettes, elle soustrait les charges. Je veux dire, les charges, c'est quoi? C'est toutes les dépenses qu'il faut engendrer pour réaliser des revenus. Oui. Donc, si le total des recettes dépasse les charges, on parle de bénéfice, n'est-ce pas? Et ce bénéfice, il faut payer quelque chose à l'État. Parce que pour que votre entreprise exerce de façon sécurisée, il faut qu'il y ait certains services de l'État, tels que la police, la justice. Vous voyez? Or, ceux-là, ils travaillent, ils doivent avoir des salaires. Donc, en te garantissant cette quiétude, tu es appelé à contribuer pour que ce service soit maintenu. Oui, d'accord? Oui. Bon, maintenant, les deux, c'est l'un ou l'autre. L'IMF, c'est l'impôt minimum forfaitaire. L'impôt minimum forfaitaire est né de la suspicion. C'est-à-dire? La suspicion, comment? On se dit que le fisc se dit que oui, il est fort probable que l'opérateur économique manipule les informations de sorte que les charges soient supérieures aux recettes. En conséquence... C'est possible. Mais comment? C'est pas possible comment? Si il faut payer l'impôt sur le bénéfice, ça veut dire que si j'ai une perte, je m'évade, je ne vais pas payer. Oui, évasion fiscale. Évasion fiscale. Okay. Donc, mais je pense à mon humble avis que cet impôt minimum forfaitaire ne devrait plus être d'actualité. Ça, c'est mon point de vue. Pourquoi? Normalement. Parce que nous avons connu une réorganisation du fisc. Nous avons connu l'évolution dans le temps, l'évolution technologique. Donc, toutes les choses, tous les moyens sont réunis pour que les agents des impôts puissent s'assurer qu'ils collectent les impôts qui sont reconnus. D'accord? Bon, maintenant, pour le fisc, ils se sont dit, de par le passé, que oui, les gens peuvent manipuler pour ne pas déclarer un profit et ne pas payer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Au cas où tu déclares une perte, on va prendre 1% du chiffre d'affaires. Mais comment ça? Oui, c'est ça. Tu vas payer 1% du chiffre d'affaires. J'ai déjà réalisé une perte. Oui, tu as que j'ai réalisé une perte. C'est pour ça que je dis c'est pour ça que je dis que oui, cet impôt est né du fait qu'on a une suspicion de mauvaise foi de la part du contribuable. Sinon, ça n'a pas de raison. Ça n'a pas de raison. Économiquement parlant, s'il faut faire la promotion de l'économie, pour celui qui comprend l'économie, ou bien comment fonctionnent les choses, il est en droit de ne pas dépenser son argent. Je prends un exemple. Oui. Un exemple. Oui, je veux vendre Lola. Oui. J'ai 500 francs. Je l'achète 500 francs. Je vais le revendre à 600 francs. N'est-ce pas? Oui. Je fais un bénéfice de 100 francs. Mais là où je vais l'acheter, ce n'est pas là-bas que se trouve mon client. Il faut le transporter. Exact. Donc, je vais engendrer, occasionner des charges d'opération, le transport par exemple. Supposons que j'arrive, je suis là-bas, je suis nouveau, je n'arrive pas à le vendre. Je le vends à 550. Ça veut dire que je fais une perte de 50 francs. Oui. N'est-ce pas? Maintenant, ce type d'impôt-là, là où il est, il n'est pas promoteur de l'investissement, c'est comment? Si je fais le calcul, si je reviens, on va me dire, bon, tu as vendu ça à 550, il faut que tu payes 1% de 550.
Tu comprends, non? Oui. Ça veut dire que je dois aller chercher encore 1% de 550 pour ajouter, puisque j'ai vendu à perte. Vous comprenez? Pensez à quelqu'un qui prend les 550 et les met en banque à la fin de l'année. Ou bien, à la fin de l'année, il a au moins ces 550. Ça devient intéressant. Alors, nous allons nous arrêter sur cette explication. Bon, mesdames et messieurs, si vous nous suivez jusqu'à présent, c'est parce que vous êtes intéressés par notre débat. Alors, si vous n'avez pas encore liké, abonné, je vous invite tout à l'heure à le faire, car nous allons nous retrouver dans un instant. Allô chérie? Allô chérie? Je rentre déjeuner dans 1 heure avec mon ami Grotto. Ah, ton collègue de travail? Tu sais qu'il aime beaucoup la pâte. Alors je compte sur toi. Juti, il n'y a plus de farine. Oh, maman, il n'y a plus de farine? Mais achète des food. Mais j'ai pas le temps d'aller au moulin. Papa rentre dans quelques minutes. Mais c'est la farine de maïs déjà emballée. La farine de maïs déjà emballée? C'est ce que la maman de Yo-Yo prépare tous les jours. Ebly Food, c'est du maïs naturellement produit, débarrassé des débris de métaux, cailloux et poussières, puis soigneusement emballé et prêt à être consommé. Farine de maïs Ebly Food, que votre nourriture soit votre médicament. N'hésitez plus, facilitez-vous la vie et restez en bonne santé avec Ebly Food. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité à cette émission. Alors, monsieur l'expert, nous étions en train de parler de IMF patente. Selon votre IMF US, c'est ça? Parce que moi, vous voyez. Alors, selon ce que vous avez dit, si je comprends bien, ça peut arriver qu'une entreprise, en réalisant une perte, peut même payer plus que si elle a réalisé un bénéfice. Oui, exactement. Dans mon exercice, j'avais fait ça et ça m'a fait sourire. Oui. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Imagine quelqu'un qui fait un chiffre d'affaires de 200 millions. Fait 1% de 200 millions, ça donne combien? Maintenant, il fait un bénéfice. Il n'est pas interdit parce que nous sommes en pleine compétition. Donc, si tu vois les entreprises de construction, c'est pas facile. C'est pas aussi aisé d'avoir 20% de marge bénéficiaire. Tu comprends? Donc, s'il fait 200 millions, tu fais 1% de 200 millions. Ça, c'est l'IMF qui doit payer. Ce qui est un peu bizarre, s'il pose un profit, le résultat net que nous appelons, on prend son profit, on multiplie par le taux de l'IS. Yes. Et on compare à 1%. Et on prend le grand. Non. Donc, pour quelqu'un qui comprend, c'est ce qui fait que la plupart des gens thésaurisent leur argent. Quand je dis thésauriser, c'est mettre à l'épargne, ça ne contribue pas au développement de l'économie. Alors que il met ça en banque. Quand bien même que la banque va lui donner un taux dérisoire, c'est mieux là-bas. Alors qu'il n'est pas possible, l'argent ne doit pas dormir. En fait, toute économie devrait faire de sorte que l'argent ne dorme pas, que l'argent se retrouve auprès des banquiers et qu'on aille emprunter, déplacer pour faire circuler l'argent. Lorsque dans une économie, l'argent ne circule pas, vous avez un écart très grand. Il y a trop une catégorie, une petite minorité qui est si riche, une autre qui est si pauvre. Il n'y a pas l'intermédiaire. Tu vois, quand l'argent est retiré du circuit, il n'y a pas de développement économique. Voilà. Donc, c'est ce qui se passe avec la thésaurisation. Donc, on doit faire en sorte que, si vous voyez les pays développés... La thésaurisation, si vous pouvez donner encore une définition pour nos téléspectateurs. Thésauriser l'argent, c'est comprendre l'argent et aller enterrer parce qu'on a gardé ça pour que ça reste là-bas. Ça ne rentre pas dans le circuit de production économique. Alors que l'argent, si toi tu n'as pas d'idée et que lui a l'idée, on devrait pouvoir le passer cet argent. Il va créer une entreprise, fonctionner, avoir la valeur ajoutée et que tu reçois pour toi tes intérêts, ceux qui ont participé avec lui, les dividendes, les salaires, tout ça là. Mais quand l'argent est parqué en banque, dans les comptes suisses, on parle de thésaurisation parce que l'argent n'est pas utilisé. C'est bon? Oui. Donc, je reviens toujours à ce paradoxe, selon moi. Oui. Parce que l'IMF, là, 200 millions, je compare ce qu'il doit payer l'IMF à ce qu'il doit payer à l'IS. Je trouve que l'IMF est supérieur à ce qu'il doit payer. Maintenant, je compare également l'IMF à son résultat net. L'IMF est supérieur à son résultat net. La conséquence, c'est quoi? C'est qu'il va prendre tout son profit, payer pour l'IMF, aller soit emprunter, venir ajouter, payer.
Si c'est moi, vous pensez que demain, je vais encore investir dans ce pays? C'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est ce qui fait que dans les pays pauvres, quand les Occidentaux arrivent, ils essaient de regarder là où il y a les exonérations. Et ils rentrent dedans. Vous voyez? Donc, quelle est là maintenant la conséquence sur les finances publiques avec tout ce que vous avez dit? Ce que je suis en train de dire, c'est quoi? Oui. Quand vous avez regardez ça simplement, hein, une association de 5 personnes où chacun donne 5 francs. Et une association de 100 personnes où chacun donne 1 franc. Quand tu compares, ça fait combien? Là, on donne 1 franc, il y a beaucoup de ressources. Exact. Donc, toute action publique devrait viser à ce qui, ou bien promouvoir la création d'entreprises. Et pour le faire, si vous avez une politique monétaire bien suivie, des ambitions bien propres, vous devrez faire en sorte qu'il y ait beaucoup d'entreprises. Quand il y a beaucoup d'entreprises, il n'y a pas de citoyens qui soient... il y a peu de personnes qui sont en chômage. Quand peu de personnes sont en chômage, il y a moins de crimes sociaux tels que le vol. Exact. Vous voyez? Oui. Et quand il y a une bonne gestion, il y a un autre phénomène le plus grand que le vol. C'est la fraude. Peut-être un de ces jours, on en parlera. Oui. Donc, vraiment. l'intérêt que les opérateurs économiques ont, c'est d'avoir des décisions économiques qui promettent, qui font la promotion de l'investissement. Je dis, si j'investis, je gagne mieux que si je mets l'argent en banque. Soit la thésauriser. Voilà. Bon, dans le cas contraire, si tu compares, tu verras que la thésaurisation, c'est mieux. C'est mieux, vraiment. Parce que si ton entreprise va prendre 3 ans pour faire les pertes, c'est que tu es en train de dépenser l'argent que tu aurais dû utiliser pour améliorer ton business et générer des profits. Oui. Bon, si je donne le cas de l'Amérique, où je réside, quand tu fais une perte, on prend la perte fois le taux d'impôt. C'est ce qu'on appelle l'économie d'impôt. Tu vois? Oui. Si l'année prochaine, tu fais le bénéfice, on calcule l'impôt, on déduit la perte qui était liée. Parce que c'est un peu mesquin que de dire si je gagne, nous tous on gagne. Si je perds, je suis seul à perdre. Vous voyez? C'est ça. Si je gagne, on gagne. Si je perds, tu es seul à perdre. Mais là-bas, c'est pas comme ça. Si tu fais l'économie, tu fais une perte, parce qu'après tout, c'est l'argent, le nerf de la guerre. Donc, quand une entreprise a plus d'argent à sa possession, elle va investir. Et donc, si nous voulons regarder que l'IS, comme c'est la source de revenus, l'IRPP aussi, c'est un impôt qu'on perçoit gratuitement, c'est-à-dire sans contrepartie auprès des employés. Donc, plus d'entreprises peuvent payer moins de l'IS, on peut le récupérer avec l'IRPP. Si on fait cette analyse. Bon. Oui, parce que l'IRPP, c'est ce qu'on perçoit auprès des employés. Donc, s'il y a beaucoup d'entreprises qui emploient les gens, ils vont payer les impôts. Et donc, à la fin, quand une étude est faite, on peut s'en sortir mieux. La patente et les retenues sur honoraires. Retenue sur honoraires, c'est aussi un impôt que les consultants payent. C'est-à-dire, dans mon cabinet, je n'ai pas une ressource, une spécialité, je vais faire une mission, j'ai besoin d'un spécialiste en informatique, il vient travailler en tant que consultant individuel. Donc, je suis tenu effectivement de faire une retenue de 10% de ce que je vais le payer. Donc, c'est un impôt payé par anticipation. C'est comme une catégorie de l'IRPP, parce que c'est l'impôt sur son revenu. Donc, pourquoi on le fait? Peut-être que le gars ne viendra pas payer. Donc, on préfère me rendre le redevable légal. Comme ça, je perçois les impôts, je fais la retenue à la source que je verse. La patente, c'est ce qu'on collecte pour les collectivités locales. Ça finance l'action des mairies. C'est aussi une taxe qu'on paye. Elle est aussi calculée à base du chiffre d'affaires et d'autres éléments. Bon, on n'est pas ici pour... Voilà. Donc, au vu de tout ce que précède maintenant, quel rôle joue... Vous êtes expert comptable. Oui. Voilà. Quel rôle joue maintenant l'expert comptable vis-à-vis des finances publiques, de la fiscalité, de la collecte des impôts et tout ça là? Quel rôle joue? Puisque, comme on le dit, un expert comptable, c'est quelqu'un qui fait habituellement profession de tenir les comptes. Ça veut dire qu'il a la connaissance qui lui permet de faire en sorte que les dépenses d'une entreprise soient toutes enregistrées, les recettes, de sorte que on trouve une image fidèle de la société. Quand on dit
l'image fidèle, si c'est un profit, c'est un profit. Si c'est une perte, c'est une perte. Et sur cette base, ça permet au fisc de collecter les impôts, de calculer le juste dû à l'Office togolais des recettes. En fait, l'État compte sur vous pour éviter l'évasion fiscale. Évidemment, parce que non seulement nous allons aider à ce que la base imposable soit correcte, nous aidons aussi nos clients en les conseillant pour qu'ils payent les impôts à temps. Vous voyez? Tant même moins d'impôts. Oui, si possible. Oui, mais si c'est possible. Puisque le conseil, c'est qu'ils se rendent compte que ceci m'est reconnu comme exonération, je l'utilise. Oui. Voilà. Pour le client, oui, il paye moins d'impôts. Parce que s'il n'est pas au courant, il paye. Ouais. On va percevoir. Ouais. Mais pour le fisc aussi, si on déclare un résultat correct, il perçoit ce qu'il devrait percevoir. Par contre, si le résultat net n'est pas vrai, c'est que l'impôt est minoré. Vous voyez? Et si les paiements des impôts sont retardés, comment le gouvernement va fonctionner? Vous voyez? Donc, on les conseille, on les accompagne. S'il y a des vérifications de l'Office togolais des recettes, on va vérifier est-ce que l'impôt que tu as payé, c'est juste. Donc, on les accompagne. Donc, en tant qu'expert comptable, nous avons un grand rôle qui est celui d'accompagner les deux côtés, de s'assurer que les deux parties aient leurs intérêts tout à fait respectés. En fait, le développement du pays repose sur vous. En partie, en grande partie, je peux le dire. Puisque la fiabilité de l'économie d'un pays se mesure comment? Par l'information. Vous voyez? Donc, si vous voyez, quand on fait les états financiers, il faut déposer 3 exemplaires. D'accord? Un exemplaire aux impôts, un autre qui doit être au registre, au niveau du juge, du tribunal, et un autre qui va à la centrale, c'est-à-dire la centrale où on compile pour pouvoir ressortir que cette année, voilà les entreprises, le chiffre d'affaires qui a été fait, la production, le produit intérieur brut et consommé. Voilà. Vous voyez que tout le temps, dans les jargons, on dit que le PIB du tel pays n'est rien par rapport à celui-ci. Ça veut dire que quand tu ne produis pas, comment tu peux manger beaucoup? Voilà. Donc, nous, on contribue à ce que ces données soient fiables. Et ailleurs, comme je le dis en Amérique, qu'est-ce qu'on fait? L'État peut utiliser son pouvoir discrétionnaire pour encourager quelque chose. Donc, là-bas, les honoraires ne sont pas taxés de TVA. Alors, je prends la fiscalité, si je prends le cas du Togo, c'est trop petit. En Afrique, par rapport à l'Amérique, quelle comparaison pouvez-vous faire? Non, c'est ce que je suis en train de dire. Par exemple, là, dans l'état que je suis, mes honoraires ne sont pas taxés. Il n'y a pas de TVA dessus. Vous comprenez? Parce que l'État se dit qu'un expert comptable, pour qu'il soit attrayant, ces services soient attrayants pour un client, une entreprise, il faut que ce soit moins cher. D'accord. Bon, et maintenant, un autre exemple que je veux donner, vous voyez la TVA, quand quelqu'un collecte la TVA en tant que redevable légal, c'est pas son rôle ça. Mais indirectement, l'État l'oblige à faire ça. D'accord? Si c'est en Amérique, tu reçois au moins un taux. Dans mon État, c'est 2,5%. Donc, quand tu collectes 100 000, tu vas reverser à l'État. L'État dit merci pour le service que tu as fait. Et on te fait bénéficier ça. Il n'y a pas ça ici. Voilà. D'accord. Alors, monsieur l'expert, une parenthèse pour une question d'un étudiant. Oui. En fait, expert comptable agréé, comptable. Ok. C'est quoi la différence? Oui, un expert comptable, c'est celui-là qui a le diplôme d'expertise comptable et qui a fait 3 années de stage sous un expert comptable et qui est reconnu, qui a été accepté dans l'ordre des experts comptables. C'est lui qu'on appelle expert comptable. Dans l'ordre des experts comptables, vous avez... comment ça se passe? L'association, c'est un ensemble des experts comptables. C'est comme l'association des avocats aussi. Oui. Donc, c'est créé par une loi. Reconnu par l'État. Oui, un décret présidentiel qui crée l'ONECA. Qui est l'Ordre national des experts comptables et comptables agréés du Togo. Okay, d'accord. Il y a ça au Bénin, au Niger et consorts. Oui. Maintenant, le mot agréé est utilisé de différentes manières. L'ONECA n'était pas existant
Donc avant, si tu avais un diplôme de maîtrise, que tu as travaillé avec un expert comptable, tu devrais être agréé près le tribunal ou bien la cour d'appel du Togo pour exercer comme expert comptable. C'est là qu'on disait expert comptable agréé, oui. Agréé près Cour suprême. Cour d'appel par exemple, c'était ça. Il est agréé près la cour d'appel. Maintenant, si c'est pour mener les missions de commissariat aux comptes avec le ministère, tu reçois aussi l'agrément. D'accord? Aujourd'hui, quand on a créé l'ordre est venu. Ceux qui exerçaient, il y avait ceux qui ont le diplôme, expert comptable. Ceux qui n'avaient pas le diplôme, on ne peut pas leur dire que non, ne continuez plus. Ils vont vivre de quoi? Donc la loi ne peut pas être appliquée de façon rétroactive. On ne peut pas les annuler. Donc une deuxième catégorie, expert comptable et comptable agréé. Eux ne peuvent pas créer un cabinet d'expertise comptable. Ils ne créent qu'une société de comptabilité. Vous voyez? Donc ils sont aussi membres de l'ONECA. Est-ce que c'est compris? C'est clair. Sans diplôme, oui. Mais exercer. Vous voyez? Ou bien un diplôme de formation d'un niveau donné, mais dans le truc, c'est que c'était promis pour que ça disparaisse. Oui. Parce que tous ceux qui étaient experts comptables agréés avaient une période transitoire où ils vont faire tout pour entrer et devenir experts comptables. Mais par diplôme ou bien par autorisation, ça, je ne vais pas aller dans ce détail-là. Oui, oui. Maintenant, le comptable, c'est quelqu'un qui a une connaissance dans le domaine de la comptabilité. Il a suivi les cours, par exemple, il est à la FASEG, il a son diplôme et il est embauché par une société qui l'utilise et qui tient la comptabilité de la société. Lui, c'est un comptable. Aujourd'hui, le plus grand amalgame et le grand tort que nous avons, j'ai été victime une fois même quand j'ai déposé les états financiers d'un de mes clients, oui. Avec, comment appelle-t-on, l'attestation d'affiliation à l'ordre des experts comptables. On m'a demandé l'agrément de la Cour suprême, de la Cour d'appel. Vous voyez? Donc ça veut dire que ceux qui sont agréés sont plus considérés comme experts que ceux qui sont diplômés. C'est pas vrai. C'est ça. Et c'est la réalité maintenant? Non, c'est comme ça. Parce qu'il faut qu'on puisse avoir des opportunités comme celle-là pour expliquer aux uns et aux autres la différence qui existe. Mais vous ne trouverez pas ça dans le corps des notaires, des huissiers et des avocats. D'accord? Oui. En fait, la loi la loi nous permet de poursuivre toute personne qui n'a pas de diplôme ou bien qui est diplômé et qui n'est pas inscrit à l'ordre, de créer une société, de mettre cabinet d'expertise comptable. C'est en train de... Il ment. Mais c'est la chose la plus commune ici. Je crois que on va vous rappeler pour autre débat pour mieux nous expliquer sur cet aspect. Ce serait bien. Oui. Alors, j'aimerais vous poser une question, une autre question. Au vu de tout ce qui précède maintenant, quelle conclusion vous pouvez faire par rapport à la finance publique, la fiscalité, les impôts et taxes, tout ça, quelle conclusion sur l'aspect? Bon, la dernière fois, on avait parlé, on a mentionné les différents impôts et tout ça, là, la pression fiscale et consorts. Je vais dire que la fiscalité, on ne peut pas la supprimer. Oui. C'est comme vouloir avoir le poussin et manger l'œuf. Si nous voulons avoir les biens communs, on ne peut que accepter qu'il y ait la fiscalité pour financer les œuvres publiques ou bien du gouvernement. D'accord? Mais maintenant, ce que nous souhaitons, c'est que nous arrivions à ce que la perception des impôts et taxes ne soit pas un mobile de découragement pour que les gens veuillent entreprendre. Il faut que ce juste équilibre-là soit fait. Exact. Et partout, c'est comme ça que ça se passe. Il faut que les modifications de la loi, mais c'est en train d'être implémenté maintenant, parce que la dernière fois, j'ai vu les convocations que l'OTR a adressées à l'ordre des experts comptables de venir faire partie de l'étude de la loi des finances, c'est-à-dire la programmation de perception des impôts qu'on sort, avant que ce loi ne devienne un budget qui est voté par les députés. Donc, c'est comme ça.
C'est comme ça. Donc, si nous regardons d'un côté aussi, les impôts, la fiscalité, c'est un moyen qui permet de réguler la stabilité économique. Vous n'êtes pas sans savoir que l'eau de la mer ne coûte rien. Mais cette eau coûte. Pourquoi? Parce que l'eau de la mer est abondante. C'est résumé ainsi le principe de l'offre et de la demande. Parce que l'eau de la mer est si abondante, ça veut dire l'offre de l'eau de la mer dépasse la demande. En conséquence, le prix chute. Oui. Alors, lorsque les impôts sont élevés, personne n'est motivé à investir. Parce qu'on se dit que, mais Vraiment. si je mets mon argent, finalement, je vais chercher l'argent ailleurs pour payer les impôts. Donc, si les impôts sont moindres, l'activité économique relance. Donc, l'économie, c'est un cycle d'inflation. L'inflation, on combat l'inflation et ça revient. Parce que pour combattre l'inflation, il faut maintenant essayer de rehausser les taux d'intérêt et voir les impôts. Quand il y a inflation, ça veut dire que l'argent, il y a beaucoup d'argent qui circule. Et ceux qui ont vécu un peu longtemps se rappellent du fait qu'au Ghana, il fut un temps où pour aller acheter comme ça, il fallait amener un sac d'argent pour payer. D'accord. Voilà. Donc, plus de circulation d'argent Oui. engendre l'inflation. Ok, les prix augmentent pour acheter les choses. Donc, la fiscalité rentre dedans pour commencer à soustraire. Quand les impôts montent, ça soustrait un peu l'argent. Et les gens vont dire, bon, on va mettre l'argent en banque et qu'on sort. Donc, on reprend et on contrôle la circulation monétaire. Et bon, les gens recommencent à emprunter, à investir, et ça retourne et ça revient. C'est comme ça. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. C'est à moi de vous remercier. Yami, expert comptable. J'ai envie de vous garder sur le plateau, mais l'heure nous échappe. Il y a une autre émission qui va se passer. Alors, je ne vais pas vous laisser. Nos téléspectateurs ont besoin d'un mot face à la caméra, bien sûr. Vous allez les parler. 2 mots et on va conclure. Merci. Tout ce que je peux dire. Et nous vous invitons à aider KG Afrique TV afin qu'elle puisse organiser des émissions. Leur travail, c'est pour permettre aux citoyens d'être informés, de prendre possession de son propre rôle, ce qu'il doit avoir comme rôle. Il ne faut plus qu'il se retrouve dans une posture où il est ignorant de ce dont il est capable de faire. Donc ces émissions, s'il n'y a pas d'abonnés, s'il n'y a pas de commentaires, s'il n'y a pas de likes, des partages, personne ne saura qu'ils sont en train de faire un bon boulot. Donc nous vous invitons et aussi essayer de proposer les thèmes qui vont les aider afin que vous ayez l'information que vous attendez. C'est du droit et on ne peut que faire service public de cette façon. À part ça, je crois que si on me donne encore la chance de revenir une fois, je reviendrai. C'est un devoir de citoyen. Je le ferai avec plaisir. Merci beaucoup, monsieur KG Niamey. Vous avez vraiment fait ma conclusion parce que c'est ce que j'allais dire. Vraiment, okay. Je vous remercie. Mais seulement que pour l'invitation, vous êtes chez vous. Merci. Vous êtes chez vous. Vous n'avez même pas besoin d'invitation. Merci beaucoup. Alors, je rappelle que vous êtes expert comptable diplômé, commissaire au compte. Vous avez votre cabinet et vous êtes associé gérant de votre cabinet aussi, bien évidemment. Ouais. Alors, nous sommes à la fin de notre émission. Albert Einstein disait: la théorie, c'est quand on sait tout, mais rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne, mais on ne sait pas pourquoi. Ainsi donc, prend fin notre émission. Merci d'avoir suivi l'émission. Merci à toute l'équipe de la régie. On se retrouve pour la prochaine émission.